Alors, qui dit méthode traditionnelle dit priorité accordée à l'écrit, priorité accordée à la grammaire et une approche normative de la langue. Comme toute méthode, il y a quelque part un avant-propos, un livre du maître, une présentation, et ici ça se manifeste sous la forme d'un avertissement. Avertissement donc, où vous voyez une confusion assez classique apparaître dès le début, mais je pense qu'elle est assez significative, puisqu'on vous dit que ce livre est présenté aux professeurs et aux étudiants de l'étranger, rédigé spécialement pour les étrangers. Donc confusion classique mais significative entre l'étranger et l'autrophone, avec l'idée que tous les Français sont francophones et tous les étrangers sont non francophones, avec l'idée que le français s'enseigne en tant que langue étrangère exclusivement à l'étranger. Donc il y a une espèce d'assimilation, langue étrangère égale langue pour les étrangers. Alors vous allez me dire, dans beaucoup de cas c'est vrai, oui bien sûr, mais il ne faut pas oublier que dans beaucoup de cas c'est faux, qu'on peut être étranger et avoir le français comme langue première, comme langue base ou comme langue usuelle, seconde, et qu'on peut être français, n'avoir pas le français comme langue maternelle, première ou usuelle. Je vous rappelle qu'en 1953 encore, il y avait une bonne partie de la France où, dans le monde rural notamment, on apprenait un peu de français à l'école et puis c'est tout. Le reste du temps, on parlait ce qu'on appelle une langue régionale. Donc, première marque assez importante de la façon dont on voyait les choses à l'époque, très tranchée, hein, une espèce d'association automatique entre les populations et les langues. Pas de souplesse de ce point de vue-là. L'auteur dit volontairement, et là on est quasiment à la limite des problèmes pédagogiques, c'est le deuxième gros point noir là, de son avertissement. J'ai donné avec intention une forme un peu sèche aux leçons du début, tenant à ne pas gêner le professeur dans l'organisation de ses premières classes, où l'initiative de chacun doit avoir son indépendance et sa diversité. Donc, bon, le choix pédagogique de donner un document sec peut être discuté, mais l'idée c'est bien qu'on fournit du matériau à l'enseignant et que l'enseignant en fait ce qu'il en veut. Ça veut donc dire deux choses. La première, c'est que le support n'est pas un support pédagogiquement organisé, qu'il n'y a pas ou peu de choix pédagogiques. En fin de compte, qu'il n'est qu'une énumération de contenu. Ce qui est le cas en fait. Quand on le regarde de près, quand on regarde la table des matières, c'est une énumération de contenus grammaticaux. Et là, vous avez aussi une spécificité forte des méthodes traditionnelles, parce que les méthodes plus récentes ont toutes des options pédagogiques, une organisation, une présentation pédagogique très forte. Là, non. C'est vraiment, et il le dit, c'est sec. Hein. C'est de la donnée présentée dans un certain ordre grammatical, discutable par ailleurs. Ça veut dire aussi que l'enseignant peut faire vivre, et d'ailleurs vous allez voir qu'il y a un passage qui le dit encore plus clairement, ce qu'il y a dans le manuel. Donc on envisage déjà à l'époque qu'il peut y avoir un décalage entre du pur contenu et la vie pédagogique de la classe de langue. Seulement dans les manuels, on n'envisage pas la vie pédagogique et on continue à s'intéresser au pur contenu. On est en 1953, c'est-à-dire à l'époque où commence à émerger une véritable réflexion pédagogique en général, et notamment pour l'enseignement et l'apprentissage des langues. Ce qui explique la proposition qu'on vient de mentionner, ce qui explique le point suivant où l'auteur dit « Les exposés de grammaire s'inspirent de procédés psychopédagogiques qu'il a lui-même pratiqués ». Alors bon,
quand vous regardez de près, vous allez voir que les procédés psychopédagogiques sont très simplistes, hein, puisque voilà l'exemple qu'il donne. Les deux premières leçons laissent délibérément de côté l'article défini pour présenter le genre des noms avec l'article indéfini seul. Par là est évité le français douteux des dialogues de cette sorte, deux points. Qu'est-ce que c'est? C'est le livre. Ou est-ce le livre? Oui, c'est le livre. C'est-à-dire que ce que l'auteur appelle procédé pédagogique, au fond, c'est simplement un choix didactique. Mais la distinction entre les deux, à l'époque non plus, n'est pas faite ou n'est pas claire. Par ailleurs, personnellement, je trouve que qu'est-ce que c'est un livre, et pédagogiquement à peu près aussi douteux que qu'est-ce que c'est le livre, parce que ça ne fait pas sens. C'est un énoncé totalement abstrait, balancé dans la classe en dehors de tout contexte de communication, parce que imaginez que, bon, je n'ai pas de livre, hein, mais imaginez que ça soit le manuel de français de notre classe de français langue étrangère, et que je vous demande qu'est-ce que c'est. Vous avez tout lieu de penser que j'ai pété les plombs. Parce que si je ne sais pas ce que c'est, qu'est-ce que je fais là? C'est-à-dire que dans une vraie communication, jamais quelqu'un qui a un bouquin sous le nez vous dira qu'est-ce que c'est. Surtout si c'est le bouquin qu'on utilise dans la classe. C'est-à-dire que c'est une fausse communication totalement artificielle. Et si un étudiant répond « c'est le livre », je ne vois pas en quoi c'est douteux sur le plan ni grammatical, ni communicatif, ni de la signification, parce qu'effectivement, dans la salle en question, on en utilise un et un seul. Celui-là. Donc ce n'est pas plus idiot de dire qu'est-ce que c'est le livre, que de dire qu'est-ce que c'est un livre. Sauf que, d'un point de vue purement grammatical, déconnecté de tout contexte de communication, si je fais semblant que je ne sais pas ce que c'est, il faut faire semblant qu'on ne sait pas ce que c'est, hein, et qu'on imagine qu'un extraterrestre rentre dans la salle, attrape ça et vous dise, mais l'extraterrestre s'est posé des questions en français, hein, et vous disent qu'est-ce que c'est, vous allez lui répondre évidemment c'est un livre. Voilà. C'est la seule situation de communication qu'on peut imaginer où ça peut poser problème et où vous ne répondriez pas c'est le livre. Parce que sinon il vous préciserait quel livre. Ce qui d'ailleurs n'est pas un problème parce qu'effectivement vous pourriez lui expliquer. Hein. Donc quand on parle de procédés psychopédagogiques à l'époque et à l'école, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut simplement dire qu'on est en train de réfléchir sur certaines questions d'apprentissage. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y a des courants qui commencent à y réfléchir. D'ailleurs, si on va abandonner ces méthodes assez rapidement, c'est la dernière grande méthode traditionnelle, c'est bien parce qu'il y a une réflexion qui va avancer et qui va aboutir. Mais on ne fait que pressentir qu'il y a des questions qui se posent et on n'y répond que d'une façon traditionnelle, c'est-à-dire en termes de contenu. Et non pas en termes de modalité d'apprentissage. Donc, procédé psychopédagogique, on va dire un avant de dire le. Mais l'idée de fond, que pour que les gens apprennent la signification contrastive de un et de le, c'est de les mettre dans une vraie situation de communication où ça fait sens, cette idée-là n'apparaît pas. Parce qu'aucun des deux ne fait sens dans une classe. On est donc dans une approche de la langue par l'interne et pas par son usage, en situation de communication. Réflexion psychopédagogique sur la grammaire, d'ailleurs, dit-il, et seulement sur la grammaire, pas sur la pratique de la langue, qui vient se cristalliser autour d'une affirmation qu'il imprime en caractères gras et en capital, page suivante. Point capital à mes yeux, les leçons, elles, ne contiennent aucune difficulté grammaticale, aucune forme verbale qui n'ait été précédemment expliquée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est typiquement dans ce qu'on appelle en pédagogie une démarche déductive. C'est-à-dire que d'abord, on explique la règle et qu'après, on applique, on s'en sert. Alors que dans une démarche dite inductive, c'est celle qu'on va adopter dans les méthodologies qui vont suivre, on part de l'observation d'un exemple pour en tirer les règles. C'est donc une démarche totalement inverse. Alors vous allez me dire, bon, a priori comme ça, c'est un peu abstrait, ça fait théorie psychocognitive, mais non. Dans les faits, regardez ce que ça implique.
En termes pratiques, ça implique que si vous avez une démarche traditionnelle déductive, vous donnez d'abord la règle de grammaire, tandis que si vous avez une démarche moderne, inductive, vous donnez d'abord un échantillon de langue. Ce n'est pas du tout la même façon de prendre contact avec l'objet d'apprentissage. Et sur quoi ça s'appuie par derrière? Ben, ça s'appuie sur l'idée, quand on a une démarche traditionnelle déductive, ça s'appuie sur l'idée que pour pratiquer quelque chose, il faut connaître les règles du mécanisme. Alors qu'une démarche dite inductive, c'est-à-dire une pédagogie par l'observation, l'expérimentation, part du principe que pour pratiquer quelque chose, ben, il faut être mis en situation de s'en servir. Ça revient à cette fameuse distinction dont je vous ai déjà donné des tas de fois l'exemple, entre un cours de mécanique automobile et un cours de conduite. Là, l'idée, c'est qu'il faut connaître la mécanique pour pouvoir conduire. La règle expliquée avant de pouvoir passer à l'acte. Dans une démarche moderne, inductive, celle qu'on va trouver dans toutes les méthodes qui vont suivre, on part du principe qu'il faut mettre les gens en situation de s'en servir pour qu'ils apprennent à s'en servir. Donc, on leur donne un cours de conduite et non pas une leçon de mécanique. Là, c'est très très clair. Et c'est l'un des critères fondamentaux qui permet de distinguer ce qu'on appelle une pédagogie traditionnelle, mais qui en fait n'est pas vraiment une pédagogie, qui n'est qu'une didactique, puisque ça ne pose que le problème du contenu, et une pédagogie moderne qui, elle, se pose le problème des modalités de perception et d'apprentissage. Bon, je ne vais pas épiloguer sur cet avertissement, vous voyez qu'il ne parle que de problèmes de grammaire et éventuellement de vocabulaire. Il ne parle à peu près jamais de problèmes de pratique, d'usage de la langue, de communication dans la vie quotidienne. Ce n'est pas le souci à l'époque. Au passage, pour rigoler un petit peu, vous vous rappelez le coup des escargots et du marché du boucher parisien, hein? Voyez ce qu'il dit de la façon dont il présente la civilisation française dans son avertissement. Par la fiction d'une famille étrangère visitant la France, l'étudiant aura sous les yeux un portrait sincère des mœurs et des coutumes de notre pays. Donc, vous mangez souvent des escargots en entrée, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. À la suite de ça, vous avez justement les conséquences de ce frémissement pédagogique. Alors, il s'agit du document qui suit l'avertissement et qui s'appelle « Pour l'adaptation de nos leçons à la classe vivante ». Et le sous-titre est merveilleux, puisque c'est, entre parenthèses, à titre d'exemple seulement. C'est-à-dire, c'est très secondaire que la classe soit vivante. À titre d'exemple, si vous voulez faire une classe vivante, voilà une idée. Mais si vous voulez que votre classe continue à être complètement morte, pas de problème. Je caricature un peu, évidemment. Alors, pourquoi faut-il adapter les leçons à la classe vivante? Parce que c'est l'époque où on commence à se dire que pour apprendre une langue, il faut la parler. Donc il faut que dans la classe, il y ait une vie, une communication. Mais on commence seulement. Deuxièmement, quel aveu? Ça veut dire que le livre lui-même, en soi, le manuel lui-même, n'est pas fait pour une classe vivante. Ce n'est pas le but ni le fondement. Et alors, si vous regardez les exemples qu'il donne, ça commence toujours par « à livre fermé ». Et ça, c'est important. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il commence à envisager que pour qu'une classe soit vivante, c'est-à-dire pour qu'on pratique la langue avec une vraie communication, il faut l'écouter et la parler, et non pas la lire et l'écrire. À livre fermé, le professeur montre un élève ou fait au tableau un dessin très simple. Il n'écrit rien, il dessine. Et puis il demande « qu'est-ce que c'est ?» Donc, par contre, au passage, imaginez un peu la délicatesse pédagogique. Il montre un élève et il dit « qu'est-ce que c'est ?»
Et on est censé répondre « c'est un garçon ou un homme » ou alors « c'est une fille ou une femme ». Alors bon, au-delà de cette anecdote, voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va demander aux gens de prendre la parole sur la situation dans laquelle ils vivent. Et ça, c'est typiquement ce que vous allez trouver par la suite dans les méthodes modernes, où les gens, on ne les fera pas lire, mais on leur fera voir de l'image, ça va être le cas des méthodes audiovisuelles, et où on leur fera entendre de la langue, parler de la langue, avant de la voir à l'écrit. C'est-à-dire qu'on va renverser, enfin, la domination de l'écrit sur l'oral. Et on va remettre l'oral à sa place, c'est-à-dire à la place première de la pratique linguistique. Et là, on sent que ça frémit dans les années 50, parce que même dans une méthode traditionnelle, on propose quelque chose qui tend vers ça. C'est justement ce qu'on va trouver par la suite. Bon, alors évidemment, tout le problème que ça pose, et les méthodes suivantes vont le résoudre, c'est que à partir du moment où vous voulez faire vivre la langue en communication, vous ne pouvez plus avoir comme contenu exclusivement des énoncés grammaticaux hors de tout contexte. Et vous ne pouvez pas, ça n'a pas de sens, imaginer de dire « qu'est-ce que c'est ?» Mais il faut évidemment imaginer des situations de vie où les gens disent quelque chose qui fait sens, qui est pertinent dans la situation. Et vous ne pouvez pas montrer quelqu'un en disant « qu'est-ce que c'est ?» Même si vous donnez vous-même la réponse, si vous avez des grands débutants, c'est la leçon 1, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous répondent? Ils regardent, ils ne savent pas trop ce qu'il faut dire. Vous allez leur dire « c'est un garçon ». Mais comment voulez-vous qu'ils sachent ce que veut dire garçon? Tant que vous ne leur avez pas fait la distinction garçon-fille. Puis après, vous avez fait la distinction garçon-fille. Et puis alors, qu'est-ce qu'ils en font? Ben alors après, on fait le tour de la classe. On se retourne vers sa voisine. Qu'est-ce que c'est, la voisine? C'est une fille. Eh oui, non mais ça vous fait rire. Qu'est-ce que vous voulez imaginer comme situation de communication réaliste, sinon réelle? Il n'y en a pas. Ça veut dire que ça va impulser une réflexion sur le contenu lui-même qu'on va présenter dans les méthodes. Et là, évidemment, la réflexion n'étant qu'à ses débuts, elle n'a pas abouti. Donc on a toujours un contenu grammatical. Il y a ensuite l'alphabet français, avec des signes orthographiques. Alors qu'est-ce que ça signifie pour nous de très important? Ça signifie que c'est l'écrit qui prime. On leur fait tout de suite découvrir l'alphabet. Vous imaginez les problèmes que ça va pouvoir poser en termes d'abord de lecture, parce qu'il y a tous ceux qui ne sont pas alphabétisés, il y a tous ceux qui utilisent un autre alphabet que l'alphabet latin, il y a aussi tous ceux qui utilisent l'alphabet latin mais avec d'autres valeurs phonétiques. Imaginez ce que ça va poser comme problème quand ils vont voir les mots écrits et qu'ils vont essayer de les oraliser. D'une part, ils vont avoir tendance à prononcer tout ce qui est écrit, c'est-à-dire que cahier va forcément donner cahier, et que crayon va donner crayon, forcément. Quant à chaise, allez savoir ce que ça va donner, caïsé, ou quelque chose comme ça, fatalement. Hein? Parce que le problème, c'est que l'alphabet, ça se décode pas, enfin, l'écriture ne se décode pas qu'en son, elle se décode aussi en signaux grammaticaux et sémantiques. Et ça, avec l'alphabet, vous ne le voyez pas. Donc, leur mettre ça sous les yeux tout de suite, c'est faire primer l'écrit, mais on imagine tous les problèmes pédagogiques que ça va faire surgir. Alors, je vous passe le fait que juste en dessous, vous avez déjà l'accent circonflexe, le tréma, l'apostrophe, les signes de ponctuation qui vont jusqu'au point d'exclamation, au guillemet et au tiret. Pour des grands débutants, avant la leçon 1, c'est pas mal quand même. Et puis voilà la leçon 1. Et vous êtes dans la classe avec votre prof de français langue étrangère, vous ouvrez votre manuel et voilà ce que vous avez sous les yeux. Quelques petits dessins accompagnés d'un groupe nominal ou d'une toute petite phrase avec le verbe être. En dessous, le jeu question-réponse et enfin, la prononciation qui est donnée en alphabet phonétique international. Alors, l'alphabet phonétique, il est donné aussi dans le livre, hein, mais vous imaginez que des grands débutants en français vont avoir autant de problèmes à décoder l'alphabet phonétique que le français lui-même. Parce qu'ils ne le savent pas pour la plupart d'entre eux. Surtout en 1950, qui plus est, où l'alphabet phonétique était un truc technique utilisé par quelques spécialistes. De nos jours, ça s'est un peu répandu. Quand vous êtes passé au collège, vous avez vaguement vu que ça existait.
Oui? Non? Vaguement, ouais, très vaguement, disent-ils. Bon, c'est tout. Mais enfin, en tout cas, vous savez que ça existait. Tandis qu'à l'époque, les gens ne savent pas que ça existe. Ils n'ont jamais vu ça nulle part. L'alphabet phonétique, c'est une invention très récente. Il a été mis au point dans les années 30, diffusé à partir des années 50. Et avant qu'il commence à pénétrer l'enseignement, vous imaginez le temps qu'il faut. La preuve, c'est que même vous, qui normalement, ça fait partie des instructions officielles, êtes censé apprendre à utiliser l'alphabet phonétique en 6e. Ah oui, vous découvrez ça. Apparemment, vous ne l'avez qu'effleuré. Bon. Alors, pourquoi l'alphabet phonétique au passage? N'oubliez pas qu'il n'y a pas d'enregistrement à l'époque. Hein. Il n'y a pas de cassette, il n'y a pas de bande magnétophone. Ce n'est pas disponible dans les classes. Et tout le problème, c'est d'essayer de viser quelque part un peu d'oral. Cela dit, on aurait très bien pu se servir de la pratique de l'enseignant. Alors, objet de cette leçon, l'article indéfini. Choix grammatical, dont j'ai du mal à comprendre personnellement la justification. Parce qu'ils auraient commencé par le nom, et après ils auraient dit ce qui va avec. Peut-être. Mais commencer par l'article, alors que l'article ne fonctionne que comme appui du nom, il n'y a pas d'article sans nom, par contre il y a des noms sans article, même en termes de sélection didactique pour un grammairien, je ne comprends pas bien, je vous avoue. D'autant qu'il va y avoir des confusions terribles. Parce que regardez les premiers exemples qui sont donnés. Un homme, une femme, un garçon, une fille. Confusion de fond sur le plan linguistique. Les gens vont associer le genre au sexe. Évidemment. Ils vont dire, on dit un quand c'est mâle et on dit une quand c'est femelle. Fatalement. Ben oui, mais c'est pas comme ça en français. Le 1 et le 1 sont complètement arbitraires. Vous dites une chaise, vous dites un livre. Quel sexe ça a, ce truc-là? J'ai beau regarder, j'ai jamais vu. On sait que dans les langues, le genre est arbitraire. Imaginez tous les gens qui viennent apprendre le français et qui parlent une ou des langues dans lesquelles soit il n'y a pas de genre, ça existe, soit il y a un neutre. Pensez aux anglophones, vous savez tous un peu d'anglais, j'imagine. Soit il y a un genre, mais il n'est pas réparti de la même façon. Ben, on les enduit tout de suite avec de l'erreur. Et ce n'est pas fait pour, normalement, une première leçon. Donc, même en termes de sélection grammaticale et didactique, j'ai l'impression qu'à l'époque, on ne s'est pas vraiment posé la question. Alors, c'est vrai que le réflexe spontané, un, une, c'est de le sexuer, mais c'est un réflexe faux du point de vue linguistique. Et c'est surtout le réflexe de quelqu'un qui ne s'est pas du tout demandé ce que ça va produire dans la tête de celui qui ne connaît pas le système. Bien sûr. Alors, on a ça, puis ensuite, on passe à des livres, des cahiers, des stylos, des crayons, des bancs, des chaises, des tables, des règles, des gommes et des serviettes, c'est-à-dire quand même des choses qui existent normalement à peu près dans la salle de classe. Il y a une recherche de rapport au vécu. Seulement, évidemment, excepté la première fois que vous découvrez l'existence d'un tel objet, vous ne demanderez pas qu'est-ce que c'est, c'est un trombone. À la rigueur, vous demanderiez comment ça s'appelle en français. Ça aurait peut-être un sens. Comment ça s'appelle? Vous ne connaissez pas le mot. Et on va vous répondre, ça s'appelle un trombone. Mais jamais vous allez dire qu'est-ce que c'est un trombone. Puis quand vous l'avez dit une fois, bon, c'est bon, vous avez compris. Et vous retombez sur le problème que j'évoquais tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est un trombone? Qu'est-ce que c'est une livre? Non, c'est un livre. Ah bon, c'est un livre. Pourquoi? Il est mâle ou femelle? Vous continuez. L'exercice de dessous. Est-ce, alors une fois que vous leur avez dit, c'est un trombone, vous vous retournez vers quelqu'un et vous lui dites, c'est ça qui est proposé, est-ce un trombone? Imaginez la tête du type en face, il dit, mais il me prend vraiment pour un débile, il vient de me le dire. Ben, faut répondre, oui, c'est un trombone. Des fois que vous ayez affaire à quelqu'un qui, par pure malignité ou par débilité profonde, vous répondre, non, c'est un trombone. Parce que qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent d'autre? C'est-à-dire que
au-delà de l'aspect amusant, pour nous aujourd'hui, évidemment, à l'époque, ça paraissait banal, l'idée que la prise de parole fasse sens dans une interaction est totalement absente. Et on produit donc des énoncés déconnectés de toute réalité, parce que même c'est un livre, qu'est-ce que c'est? C'est un livre, est-ce un livre? Oui, c'est un livre. Même s'il y a effectivement des livres dans la classe, c'est complètement déconnecté de la réalité, parce que jamais on a besoin de dire et de répondre ces choses-là. Mais ce n'est pas le problème pour un choix comme celui-là, puisque ce qui compte, c'est d'enseigner une règle de grammaire, c'est-à-dire l'utilisation de un et de une. Avec l'idée que quand on additionnera les règles de grammaire, quand on saura à la fois employer un, une, le, la, les, des, à l'apostrophe, puis des noms, puis des verbes, puis des compléments, puis des adjectifs, puis des attributs, on pourra enfin produire de la langue. Vous voyez comment est pensée la progression, hein? On part de micro-éléments, on les apprend les uns après les autres, et puis après on apprend à les ajuster, et à la fin seulement, on produit des messages. C'est ça la vision de la chose. Alors que par la suite, et c'est ce que vous avez connu vous, on va partir de messages déjà construits pour produire d'autres messages en situation. Et éventuellement, on va les déconstruire pour en découvrir les règles et les transférer. Mais les règles suivront les messages et pas l'inverse. Donc, un choix traditionnel, voilà à quoi il ressemble en termes de contenu. Et vous voyez à la fois ce qui le motive, mais aussi toutes ses limites. J'insiste sur les limites, non pas par plaisir, ni de l'ironie, ni de juger négativement ce qui existait à l'époque. Hein. J'insiste là-dessus pour que vous compreniez pourquoi on a arrêté de s'en servir et pourquoi on a fabriqué d'autres méthodologies et donc d'autres méthodes qui s'appuient sur de tout autre choix fondamentaux. Parce qu'il y a toutes ces limites-là qui posent des vrais problèmes. Et essayez, faites le test, hein, de vous en servir, vous allez voir que ce n'est pas gérable, les gens s'ennuient. Alors à la rigueur, quand on a des gamins, ils sont obligés d'être là, ben, ils obéissent. Hein. Mais dès que vous formez des adultes, c'est fini. Ils viennent un peu, puis quand ils en ont marre de jouer au mécano ou au Lego parce qu'ils trouvent qu'ils ont passé l'âge, ils s'en vont et ils ne viennent plus. Parce que c'est ça, en fin de compte, on joue au Lego linguistique. Alors c'est marrant, hein, mais ça va 5 minutes, quoi. Et puis s'ils sont des vrais objectifs de communication, ben, là c'est fini. Hein. Quand ils sortent, qu'est-ce que tu as appris à dire aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Est-ce un livre? Oui, c'est un livre. Et qui sort dans la vie et qu'il a vraiment besoin de communiquer, imaginez qu'il rentre dans une boulangerie et qu'ils disent « Qu'est-ce que c'est ?» Alors il va lui répondre bah, « C'est un pain. » « Est-ce un pain ?»« Bah oui, c'est un pain, quoi. Vous voulez l'acheter ou vous voulez pas l'acheter ?»« Pas compris. Dehors. » Parce que ce qu'il a besoin de savoir dire, au fond, c'est « Je voudrais un pain. Combien ça coûte ?» Mais c'est pas « Est-ce un pain ?» À la rigueur, il n'a même pas besoin, il peut le montrer. Il dit « Je veux ça. » Là, il commence à communiquer pour de vrai en français. Vous voulez ça? C'est 4 francs 50. 4 francs 50. Il cherche sur ses pièces, il ne trouve pas bien. Voilà. Ah, merci, hein, au revoir. Il part avec son pain. Voilà. Ça, c'est de la communication. Rudimentaire, mais c'est de la communication. Qu'est-ce que c'est? Est-ce un pain? Oui, c'est un pain. Non, ce n'est pas un pain. Ce n'est pas de la communication. Parce que jamais on dit ça dans la vie. Sauf quand on joue. Hein, ça pourrait être un sketch de Pierre Dac, ça serait assez rigolo. Mais ce n'est pas vraiment le but, là. Au passage, remarquez la primauté de l'écrit, comment elle se manifeste. Elle se manifeste par exemple par le fait que vous avez le petit soulignement qui indique la liaison. On dit c'est un livre, c'est un cahier, c'est un stylo, c'est une chaise et c'est une gomme. Et on a besoin de l'indiquer, pourquoi? Ben parce qu'évidemment, spontanément, les gens vont par exemple peut-être faire une pause entre les deux. Et ils vont dire c'est un livre. Tiens, au fait, on ne dit pas ça en français? C'est un livre. Ça veut dire qu'en plus, il y a une sélection normative. Ils ont beau être grands débutants, il ne faut pas qu'ils disent c'est un livre. S'ils disent c'est un livre, ce n'est pas bien. Il faut qu'ils disent c'est un livre. Imaginez un peu. Première leçon, premier niveau. D'ailleurs, vous savez qu'à la leçon 2, nous allons trouver ce sont. Des fois qu'ils disent c'est des livres. C'est comme ça pour l'ensemble. Alors vous avez ensuite, on va plus loin pour que vous voyez comment ça se concrétise dans des cas un peu plus complexes. Donc c'est une leçon sur, mes pauvres enfants,
le passé composé d'un verbe pronominal. Bon. Alors vous avez l'exemple du verbe se laver, avec je me suis lavé, où on vous explique que ça se forme avec le présent du verbe être plus le participe passé, ce qui implique que vos apprenants connaissent déjà la grammaire, y compris la grammaire dans sa terminologie en français. Parce que sinon, qu'est-ce que vous voulez que ça leur dise? Or, n'oubliez pas une chose, c'est que puisqu'ils viennent apprendre le français, ils ne savent pas le français, ils ne savent pas non plus parler de grammaire en français. N'oubliez pas une chose, c'est que pour beaucoup de gens sur Terre, il n'y a pas de formation grammaticale. Quelles que soient les langues d'ailleurs. Alors je ne vous parle pas des langues qui ne s'écrivent pas, vous imaginez bien qu'il n'y a pas de cours de grammaire à l'école. Mais même pour des langues de grande diffusion, n'oubliez pas que dans les pays anglo-saxons, on n'étudie pas la grammaire à l'école. Un anglophone, si vous lui parlez de présent du verbe être et de participe passé, même si vous le traduisez en grammaire, enfin avec les termes grammaticaux en anglais, il ne sait pas ce que c'est. On n'enseigne pas la grammaire dans les écoles américaines. C'est pourtant pas des débiles, hein, au passage. Ils ont inventé un certain nombre de choses. C'est-à-dire que, bon, ce n'est pas vraiment une lacune. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez que ça leur dise? Vous avez aussi ceux à qui on enseigne la grammaire, qui savent ce que c'est, mais pas avec les mêmes termes qui ne correspondent pas de la même façon d'une langue à l'autre. Prenez par exemple la façon dont on enseigne la grammaire aux hispanophones ou aux italophones. Il y a les mêmes termes, mais ils ne veulent pas dire pareil. La notion de phrase, par exemple, ce n'est pas la même chose une phrase en français et une phrase en espagnol. Et puis chez nous, la grammaire est associée à l'orthographe. Principalement, d'ailleurs, elle sert en gros qu'à ça. Il n'y a pas d'orthographe en italien. On ne sait pas ce que c'est qu'une dictée en italien, parce qu'en Italie, on n'en a pas besoin. À 99%, ça s'écrit comme ça se prononce. La grammaire orthographique est une notion complètement étrangère, exotique pour un italophone. Alors il vient apprendre le français, puis vous lui dites, alors objet de la leçon d'aujourd'hui, le présent du verbe être et le participe passé. Quel est l'intérêt? Alors regardez quel est l'intérêt. L'intérêt, c'est que je me suis lavé, ça devient elle s'est lavée au féminin. Et le E, il est en gras avec un carré. Ben, mais ça, c'est un cours d'orthographe, ce n'est pas un cours de langue, parce qu'on dit elle s'est lavée, comme il s'est lavé, sauf si vous êtes normand, parce que les Normands, ils disent elle s'est lavée et il s'est lavé. Ils ont une opposition féminin-masculin avec la longueur de la voyelle. Mais sortis de nos bons amis normands, j'imagine que vous comme moi, vous dites il s'est lavé, elle s'est lavée, tout pareil. Donc on n'est plus dans un cours de langue, on est dans un cours d'orthographe. Or, on n'est qu'à la page 66. Encore une fois, c'est l'écrit qui va primer sur l'oral. D'ailleurs, nous nous sommes lavés, prend un S. Quant à elles se sont lavées, celui-là, il est particulièrement compliqué. Objectif grammatical. Voilà ce que ça donne un objectif grammatical. Et vous avez un texte. Alors là, on n'est plus dans c'est un livre, est-ce que c'est un livre, hein, on est à la leçon 25. On a un texte. Je voudrais attirer votre attention sur quelque chose de très particulier, qui, là aussi, n'est pas un détail. Donc, c'est le départ. Alors, c'est monsieur et madame Vincent. Vous savez qu'on vous a dit qu'il y a une famille d'étrangers qui va visiter la France. En l'occurrence, l'échange est fait entre des Canadiens francophones et des Français. Comme ça, on reste entre francophones. Hein. Des fois qu'on puisse comparer les langues, ça serait trop compliqué. Et voilà ce que ça donne. Avant-hier, 24 juillet, monsieur et madame Vincent ont fait leur dernière visite à leurs parents et à leurs amis. Ils n'ont oublié personne, etc., etc. Puis madame Vincent, ils viendront habiter. Hier, 25 juillet, la famille Vincent, elle s'est embarquée sur le paquebot France. Au passage. Maintenant, c'est le départ, 3 coups de sirène, le bateau lève l'ancre, les passagers, etc., etc. C'est entièrement à la troisième personne. Entièrement à la troisième personne. Et ce n'est pas un détail, ce n'est pas un hasard. Parce que si vous enseignez le je et le tu, vous êtes obligé d'être dans l'échange communicatif. Un je n'existe comme je que par rapport à un tu auquel il s'adresse. Mais il n'est pas question de communiquer là. Il n'est pas question d'interaction. Et il n'est surtout pas question que les élèves prennent la parole en disant je. Il ne manquerait plus que ça non plus. On est à la troisième personne, c'est-à-dire qu'on parle de quelque chose qui nous est extérieur, mais s'impliquer personnellement et impliquer personnellement son interlocuteur, ça ne fait pas partie de la méthode.
on est dans des principes méthodologiques, on le voit bien, qui ne sont pas du tout de l'ordre de la pratique de l'individu qu'on implique, mais de la découverte de la grammaire et de la langue comme permettant de parler du monde. Et ça peut vous paraître un détail, franchement, ça n'en est pas un. Ça change tout quand dans un cours de langue, on amène la personne à prendre la parole. Elle est obligée de s'impliquer en tant qu'être humain complet, totalement, et de commencer à communiquer avec les autres. Tandis que quand on parle de quelque chose d'extérieur, ben ça ne mange pas trop de pain, hein, c'est pas bien compliqué, ça reste, au fond, ça glisse. C'est-à-dire que l'appropriation par l'implication personnelle, alors ça c'est vraiment de la pédagogie, ça ne se produit pas. Or, vous savez très bien que dans les méthodes qui ont suivi, ça a été justement l'un des grands changements. Dans les méthodes qui ont suivi, vous avez toujours des dialogues avec quelqu'un qui dit « je », qui parle à quelqu'un à qui il dit « tu ». Éventuellement, il y a du « il » ou du « elle ». Hein. Mais il y a de la vraie vie de personnes qui prennent la parole. Tandis que là, vous avez l'espèce de locuteur extérieur, la voix off, qui commente quelque chose qui se passe. Mais pas de la vraie interaction verbale. D'ailleurs, M. Vincent ne parle pas à Mme Vincent, ni au fils et à la belle-fille. Les passagers sont debout sur le pont et ils agitent leurs mouchoirs. Mais ils ne disent rien. Je ne l'invente pas, je suis désolé, hein, c'est écrit. Ou plutôt, c'est écrit par défaut. Donc, on apprend même que Pierre est content, il va visiter Paris, il va connaître la France. Ah, enfin, fiat lux, quel beau voyage. Mais dans une méthode moderne, ben, ça serait Pierre qui dirait à son voisin, ou plutôt son voisin qui dirait à Pierre, « tu vas où, toi, ou vous allez où ?»« Ben moi, je vais à Paris. »« Ah oui, ah bah ouais, je suis content, ça fait longtemps que j'avais envie d'y aller. » Et là, on a un vrai dialogue en situation de communication. Alors là, vous avez le récapitulatif de la leçon 23, puisqu'à la fin de chaque groupe de leçons, vous avez des récapitulatifs. Et regardez quels sont les récapitulatifs. Ce sont des récapitulatifs de vocabulaire, où en plus on vous apprend à distinguer le O fermé du O ouvert, dans des mots où il n'y a pas de pertinence phonologique, c'est-à-dire où ça ne sert à rien. Hein? On vous apprend à dire le passeport avec un O ouvert et l'hôtel avec un O fermé, mais si vous disiez le passeport avec un O fermé et l'hôtel avec un O ouvert, ça ne gênerait pas la communication. Hein. Là encore, on est dans du détail normatif. On vous donne des verbes en vous disant à quel groupe ils appartiennent, des expressions, et on vous donne comme exercice, c'est quand même assez impayable, refaites de mémoire le texte des lectures à l'aide du vocabulaire. Le texte des lectures, vous avez vu, vous en avez vu un là de texte. Hein. Or, il y a un récapitulatif comme ça toutes les 4 leçons. C'est-à-dire qu'après 4 textes comme ça, refaites de mémoire le texte des lectures au passage. Vous avez vu le mot, on lit de l'écrit, hein. C'est bien de l'écrit, des lectures à l'aide du vocabulaire. Donc vous avez des mots et à partir de ça, il faut reconstruire les phrases. Or, dans les faits, ce qui va se produire, c'est que les gens ne vont évidemment pas refaire le texte des lectures, ils vont reconstruire une paraphrase du texte, qui est d'ailleurs un exercice intelligent. Alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne leur dit pas tout simplement « racontez l'histoire à votre façon avec le vocabulaire qu'on vous donne ». Il y a une espèce de mimétisme, il faut coller au modèle. Hein. Donc, récapitulatif de cet ordre-là, et puis ensuite, c'est la page 70, on est bien d'accord, et évidemment, sur quoi vous tombez? Sur des dictées. Inévitable, il y a une telle tradition scolaire autour de la langue française. Ça veut dire donc qu'on leur enseigne l'orthographe, principalement, avant tout, dans une tradition typiquement scolaire française que beaucoup de gens doivent découvrir, avec un niveau d'exigence qui est quand même particulièrement élevé au passage. Hein. Regardez un peu les textes. Mais surtout, encore une fois, regardez le texte de chaque dictée. Vous en avez où c'est une série de phrases qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. C'est-à-dire que l'idée que le sens est porteur de quelque chose est absente. Prenez la première dictée. François se lave avec ce savon. Rien que pour le plaisir de lui mettre un piège avec les 2 se, évidemment. Hein. François se lave avec ce savon. Cette serviette, c'est sa serviette et ses souliers, ce sont ses souliers.
On dirait l'archiduchesse. Hein? Je mets mes habits. Ah tiens, du coup, c'est plus François. François, il se lave, mais c'est moi qui mets mes habits. Mes frères se sont levés tôt ce matin, mais mes sœurs ne se sont pas réveillées. Ce sont des paresseuses. Mon père part pour la Suède, il passe par l'Angleterre. Quel rapport entre le fait que le père passe par l'Angleterre et le fait que Pierre se lave avec... François, j'allais me tromper de savon. Que François se lave avec un certain savon. Ça ne fait pas sens. Parce que ce n'est pas le problème. On apprend des énoncés découpés, isolés à l'époque. L'idée que le sens va aider et que, par exemple, si on met en situation, les gens vont mieux identifier le CE et le SE, non, c'est hors du sens. Ils ont simplement appliqué une règle grammaticale. Vous avez ensuite un dialogue. Ah, du dialogue. Ben oui, mais regardez le dialogue. Et qu'est-ce que vous voyez comme dialogue? Alors, c'est un dialogue qui porte sur les habits. Vous pouvez imaginer un dialogue réaliste, vivant, qui porte sur les habits. Seulement, je crains qu'il soit très artificiel. Regardez cette photographie en couleur. Et l'autre répond, je vois un garçonnet blond et une petite fille brune. Le garçon est mon neveu Jean, il a 9 ans. La petite fille est ma nièce, son nom est Anne, elle a 5 ans. Et l'autre répond, plus ça va, plus ça devient chargé, ils sont habillés avec élégance. Le garçon est charmant avec sa culotte grise, sa chemise blanche et son chandail bleu. Ma sœur habille bien ses enfants, en effet, surtout sa fille. Ben oui, mais t'as parlé du garçon, ouais. Votre nièce a une jolie robe rose. Ah bon, elle porte déjà la toilette avec chic. Oui, elle aime les bijoux et veut des bagues, des colliers, des bracelets. Voyez-vous cela à 5 ans? Enfin, imaginez que des gens se disent ça. C'est un film. Je ne sais pas, ce matin, en descendant de chez vous, si devant la cage d'escalier, sur le trottoir, il y avait des gens qui discutaient de leurs enfants et même qui se montraient une photo. Disons, s'ils se disaient ça, vous nous les enregistrez, vous nous les filmez, et puis quand ils meurent, on les met dans le formol, parce qu'il faut les garder. Hein. C'est des phénomènes quand même. Je veux dire par là, sur le ton plaisant, que même quand on pense à faire du dialogue, on ne pense pas du tout à faire de la vraie communication. C'est un dialogue totalement artificiel qui n'a qu'un seul but, distiller le taux le plus concentré possible de vocabulaire sur les habits. Et c'est tout. Qu'il soit réaliste, on s'en fiche éperdument. Bref, vous voyez ce que c'est qu'une méthode traditionnelle. Alors bon, nous, avec le recul, et puis parce que c'est plus agréable comme ça, on en rit un peu. Mais à l'époque, c'était très sérieux, hein. Et on n'imaginait encore pas, ou très peu, que ça puisse fonctionner autrement. Seulement, vous voyez toutes les limites, vous voyez quels sont les choix fondamentaux, et justement, ça a fini par arrêter, ça a donné naissance aux méthodes audiovisuelles qui, elles, ont une option méthodologique tout à fait différente et volontairement opposée sur beaucoup de points. Alors c'est ça qu'on étudiera la prochaine fois. Au revoir.